Mesdames et messieurs, bonjour. Je commence par vous rappeler le plan du cours. Avant d'aborder le thème du jour, les états généraux avant 89, je vais poursuivre un thème que, faute de temps, je n'ai pu développer dans mon cours de la semaine dernière. Et en effet, je prendrai sans doute assez souvent du retard sur le plan, mais je compte me rattraper par la dernière séance, quitte à sacrifier la conclusion. Donc, je reprends le thème de la distinction entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires. Dans le cas de la Constituante, cette distinction était parfois assez ténue. Comme l'Assemblée avait la double fonction de constituante et de législative, elle pouvait, à son gré, qualifier un projet de loi donné soit comme constitutionnel, soit comme législatif. Et puisqu'à la suite des événements d'octobre, il était acquis que le veto du roi ne s'appliquerait qu'aux lois ordinaires, il était évidemment tentant pour la Constitution d'appeler constitutionnelles toutes les lois auxquelles elle tenait. Donc, par exemple, pour Mme de Staël, les lois dont dépend la liberté civile et politique se réduisent à un très petit nombre, et ces décalogues politiques méritent seuls le nom d'articles constitutionnels. Mais l'Assemblée nationale a donné ce titre à presque tous ces décrets, soit qu'elle voulait se soustraire à la sanction du roi, soit qu'elle se fit une sorte d'illusion d'auteur sur la perfection et la durée de son propre ouvrage. Ce texte appelle plusieurs commentaires. Premier commentaire, il exagère. La Constituante n'a pas donné le titre d'article constitutionnel à presque tous ses décrets. Il s'en faut de beaucoup. Deuxièmement, il est certain que la pratique que décrit Mme de Staël existait. Le roi lui-même s'en est plaint dans un message aux Français après sa fuite où il chercha à justifier sa conduite. Il déclara que l'Assemblée a mis le roi tout à fait hors de la Constitution en lui refusant le droit d'accorder ou de refuser sa sanction aux articles qu'elle regarde comme constitutionnels, en se réservant le droit de ranger dans cette classe ce qu'elle juge à propos. Et troisièmement, je voudrais attirer votre attention sur l'idée d'illusion d'auteur, à laquelle, selon Mme de Staël, la Constituante aurait succombé. J'ignore si cette illusion a effectivement contribué, comme elle l'affirme, à la constitutionnalisation excessive de décrets législatifs. J'aimerais pourtant suggérer que l'illusion d'auteur a pu biaiser les travaux des constituants en créant un préjugé favorisant la branche législative du gouvernement aux dépens des autres branches. En effet, dans les jugements individuels, on observe souvent un biais égocentrique. Si vous demandez aux deux membres d'un couple, par exemple, d'estimer le pourcentage des tâches ménagères dont ils sont responsables, la somme des deux réponses est le plus souvent nettement supérieure à 100%. Et cela s'explique par deux mécanismes distincts, l'un d'ordre cognitif et l'autre d'ordre motivationnel. Car d'une part, chacun des deux conjoints est mieux informé de ses propres contributions que de celles de l'autre. Et d'autre part, l'amour-propre induit également une tendance à surévaluer ses propres contributions. Et on peut observer, me semble-t-il, quelque chose de semblable dans les processus constituants. Si un organe dont les fonctions sont à définir par la Constitution est lui-même engagé comme acteur dans l'écriture de la Constitution, il tente à réserver à cet organe un rôle important dans la machinerie du gouvernement. Ainsi, les assemblées constituantes qui se dédoublent en assemblée législative tendent à donner un rôle plus important à la législateur que ne le font les assemblées constituantes unifonctionnelles, comme la Convention américaine de 1787 ou l'Assemblée constituante allemande de 1949. De même, lorsque le chef de l'exécutif est engagé dans le processus constitutionnel, il tente à proposer un exécutif fort. Ce sont là des propositions testables et effectivement testées dans cet article, apparu il y a 2 ans, où les auteurs trouvent que l'hypothèse est vérifiée pour les constituants exécutifs,
mais pas pour les constituants législateurs. Malheureusement, comme les auteurs incluent dans leur échantillon de 411 processus constituants ceux qui ont produit les constitutions bidons de type communiste, on ne peut pas se fier à leur analyse. Quoi qu'il en soit, il est néanmoins possible, à mon avis, que les constituants de 89 aient été les victimes d'une sorte d'illusion d'auteur. Plusieurs d'entre eux ont mis en garde contre la tendance à transposer dans la Constitution l'organisation de la constituante elle-même, en insistant notamment sur la nécessaire distinction entre la tâche de la création de la Constitution et la tâche de conservation de la Constitution. J'ai cité la semaine dernière l'analyse que fit Clermont-Tonnerre des conditions d'une réorganisation radicale du royaume. Il affirma pourtant aussi que cette réorganisation ne devrait pas reproduire les conditions de sa création. Voilà ce qu'il dit. Un texte, à mon avis, fondamental. Une chambre unique étant d'une activité et d'une force irrésistible et nécessaire pour tout créer. Jamais l'hydre aux trois têtes, c'est-à-dire chambre basse, chambre haute, roi, n'aurait permis de faire une constitution, mais tout doit changer pour l'avenir. Il faut plus de moyens pour conserver que pour acquérir, et la précipitation doit être évitée dans un corps législatif. Et on voit à la même époque Mounier affirmer la même distinction. Mais pour des raisons très diverses, parmi lesquelles j'ai déjà mentionné la semaine dernière, celle qui relève du paradoxe doctrinal, la constituante unicamérale refusa pourtant d'adopter un régime bicaméral. Comme je le dis aussi la semaine dernière, cette décision fut sans doute surdéterminée. Mais on ne peut pas exclure que les constituants aient tenu au régime unicaméral puisqu'il fut le leur. Ce risque d'une illusion d'auteur ne constitue pas le seul inconvénient d'une assemblée à la double fonction constituante et législative. La concentration des députés sur leurs tâches constituantes peut également pâtir. Comme le cumul des mandats dans la France contemporaine, le cumul des fonctions dans la constituante a pu gêner l'efficacité des travaux. Et enfin, il est capable que l'Assemblée prenne des décisions dans sa capacité législative, lesquelles ont l'effet de la lier lors des débats sur la Constitution. Et je vais vous proposer le débat entre Mirabeau et Blain en novembre 1989 comme un bon exemple. À la proposition, somme toute assez modeste, de Mirabeau de permettre au ministre d'avoir voix consultative dans l'Assemblée, le constituant Blain répondit en citant la force du précédent. La question posée par Mirabeau semble détachée de la Constitution et n'être que provisoire, mais l'autorité du passé sur l'avenir lie les faits à tous les temps. Inversement, quand l'Assemblée adopta la proposition de Blain, selon laquelle aucun membre de l'Assemblée nationale ne pourra passer au ministère pendant le cours de la session, cette décision, formellement provisoire, influença sans doute la décision d'adopter une clause semblable dans la Constitution elle-même. Même si le mobile réel derrière la décision du 7 novembre fut sans doute d'empêcher Mirabeau d'accéder au ministère, les constituants ne pouvaient pas sans se contredire adopter un principe différent dans la Constitution. Or, dans une assemblée débattant devant un public nombreux, se contredire est très coûteux, car cela prête le flanc à des attaques d'une redoutable efficacité. Par contre, dans une assemblée qui débat à huis clos, comme ce fut le cas de la Convention fédérale, il est plus facile de revenir sur les décisions. Et je vous citerai là un texte que je vous ai déjà cité dans mon cours de l'année dernière et de l'avant-dernière, de James Madison, un texte classique. Si les membres de la Convention fédérale s'étaient engagés publiquement dès le début, ils seraient ensuite supposés que la cohérence exigeait d'eux de maintenir leurs opinions, alors que, grâce au secret des discussions, nul ne se sent obligé de conserver ses opinions s'il n'est plus convaincu de leur pertinence et de leur vérité, et chacun peut céder à la force des arguments.
aucune constitution n'aurait jamais été adoptée si le débat avait été public. Je viens donc de proposer 3 arguments en faveur de l'unifonctionnalité des assemblées constituantes, comme une proposition normative. L'unifonctionnalité rend moins probable l'illusion d'auteur, elle confère une énergie plus grande aux députés et elle élimine le risque d'une influence indue des décisions législatives sur les décisions constitutionnelles. Or, il convient de se demander s'il n'existe pas également des arguments en faveur de la dualité de fonctions. Constatons d'abord que l'écriture des constitutions se fait le plus souvent dans des temps turbulents, parfois même violents, qui nécessitent des mesures législatives vigoureuses. À supposer que la constituante ne s'en occupe pas, il faut assigner cette tâche soit à l'exécutif, par exemple un gouvernement provisoire, soit à une assemblée parallèle et uniquement législative. La première solution, adoptée par exemple dans l'Italie de l'après-guerre, était impensable en 1989. La seconde solution, réalisée aux États-Unis, où la Convention fédérale travaillait côte à côte avec le Congrès continental, celui-là à Philadelphie, celui-ci à New York, était également impensable. La dualité de fonctions y était donc sans doute inévitable. Or, du point de vue abstrait de la théorie des assemblées constituantes, il me semble néanmoins intéressant de citer une intervention du constituant Salle lors des discussions de la révision de la Constitution en août 1991. Comme vous allez le constater, son intervention concerne en même temps les 2 questions sur lesquelles je viens de m'en pencher, la distinction entre les assemblées multifonctionnelles et unifonctionnelles et la distinction entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires. Il observe que selon l'un des modèles proposés et débattus à ce moment, la Convention nationale est forcée de laisser exister en même temps qu'elle l'Assemblée législative et c'est en effet le plan des comités. Or, je ne connais rien de plus funeste que cette existence simultanée des 2 assemblées nationales. Que de troubles, que de factions un tel ordre de choses ne pourrait-il pas engendrer? Une assemblée nationale n'existe que pour déclarer la volonté de la nation, et là, dans le corps politique, la faculté de vouloir. Cette faculté peut-elle se diviser? Je ne le crois pas. Cette difficulté se lèverait peut-être si les lois constitutionnelles pouvaient se distinguer très exactement des lois réglementaires, mais l'Assemblée vient d'éprouver cette impossibilité. Eh bien, messieurs, cette difficulté insoluble entraînerait les plus terribles conséquences. Des disputes de compétences s'élèveraient bientôt entre les 2 assemblées. Il existe des exemples récents qui vérifient ces hypothèses, notamment en Colombie en 1991 et au Venezuela en 1999, où il y avait en effet la coexistence d'une constituante et d'une législative qui a presque amené les pays à la guerre civile. Dans la suite de son intervention, Salle suppose, par un raisonnement assez spécieux, que ce système de 2 assemblées simultanées conduirait rapidement à un bicaméralisme permanent. Il me semble plus intéressant de noter que son argument repose sur l'expérience de la constituante elle-même et notamment sur l'impossibilité qu'on y avait constatée de distinguer très exactement les lois constitutionnelles des lois ordinaires. Même s'il exagère et ignore l'aspect stratégique de la question vaut d'être posée. Les lois électorales, par exemple, appartiennent-elles au domaine de la loi ou de la Constitution? Avant de passer à l'ordre du jour, il convient finalement de faire une réserve générale aux analyses que je viens de proposer. Si vous consultez le livre fondamental dans la matière d'Arnaud Le Piloer, Les pouvoirs non constituants des assemblées constituantes, vous constaterez que la distinction entre le provisoire et le définitif est souvent assez fragile. Les lois constitutionnelles, qui dans la plupart des autres processus constituants ne prennent effet qu'avec la dissolution de l'Assemblée constituante,
avaient, dans la première constituante, une applicabilité immédiate. C'est que ces lois servirent d'armes tant offensives que défensives dans la lutte sournoise que se menèrent le roi et l'Assemblée. Lutte que celle-ci aurait perdue d'avance si l'application de la Constitution avait dû attendre l'adoption finale du document. Je passe donc maintenant au sujet de cette séance, les États généraux antérieurs à 89. Il ne s'agit pas de les étudier en et pour eux-mêmes, mais d'en expliquer un certain nombre d'aspects susceptibles d'éclairer les événements et les décisions de 89. Et je dois vous avouer d'abord, franchement, ma perplexité devant le phénomène, perplexité qui vient sans doute en partie des lacunes de ma connaissance, mais aussi, je le pense, du caractère presque insaisissable du sujet. Les États généraux de la France votaient les impôts et présentaient des doléances. Même s'ils n'avaient aucun droit formel de légiférer, ils entraient souvent en tractation avec le roi, votant par exemple l'impôt en échange de promesses d'une monnaie stable ou de la tenue régulière des États. Sans exception, semble-t-il, les rois ne tinrent jamais leurs promesses. Les travaux des États avaient néanmoins une influence considérable sur l'œuvre législative des rois et notamment sur l'abolition de certains abus. Et je commence par quelques illustrations des conflits entre le roi et les États. Le niveau des impôts fut évidemment une source permanente de discorde. Et voici une petite liste, je ne sais pas si c'est lisible, d'autres contentieux. Les États demandaient souvent un droit de regard sur l'usage des revenus, puisqu'ils voulaient s'assurer qu'ils serviraient les fins militaires invoquées par le roi dans sa convocation, plutôt qu'à maintenir la faste de la cour. Et les États de 1321 déclarèrent qu'ils contribueraient à la croisade quand et si elle se ferait. Pour la même raison, les États demandèrent parfois de pouvoir payer les subsides en espèces, par exemple en équipant un certain nombre de soldats. En 1356, Étienne Marcel cherchait à empêcher le dauphin de frapper une monnaie plus faible afin de le forcer à recourir aux États généraux pour avoir de l'argent. Les États cherchaient régulièrement à connaître la situation financière des royaumes avant de voter les subsides, et tout aussi régulièrement, les rois leur mentent. Tandis que les États cherchaient à se faire lier par le commettant, en apportant des mandats impératifs, les rois demandaient qu'ils viennent avec de pleins pouvoirs. Quand les États demandèrent des États généraux réguliers, ils ajoutèrent souvent la demande de pouvoir se réunir d'office, sans convocation. Quand les États cherchèrent à présenter des doléances communes, leur demande fut souvent rejetée par le roi, qui voulait qu'ils présentent des cahiers séparés. De manière plus générale, les États cherchèrent, mais n'obtinrent jamais, que le principe selon lequel le vœu unanime des trois ordres obligerait le roi fut élevé au statut d'une loi fondamentale du royaume, semblable à la loi salique imposée par les États de 1317. Les États cherchèrent constamment, mais n'obtinrent jamais, la nomination des membres du Conseil, du roi, ni même un droit de veto sur celle-ci. Et enfin, les rois cherchent soit à prolonger la durée des États, afin d'exploiter la fatigue des députés, soit à les abréger en leur fermant, littéralement en 1614, la porte. Cette liste, bien sûr, est loin d'être exhaustive. Je vous l'offre surtout comme preuve de la méfiance extrême qui régnait entre le roi d'une part et les trois États d'autre part. Nous allons voir dans un moment que la situation se complique par la méfiance de chaque État vis-à-vis des deux autres. Et de plus, et enfin, les provinces, ou les gouvernements, comme on les appelait à l'époque, avaient aussi des intérêts propres et souvent conflictuels. Si, par exemple, les États n'obtinrent jamais le droit de nommer les membres du Conseil du roi, ce fut en partie parce que les ordres ou les gouvernements ne pouvaient se mettre d'accord sur le nombre
que nommerait chacun d'eux. Je vais maintenant vous présenter une énigme, peu discutée, je pense, dans la littérature énorme sur les États de 89. Comme vous le savez tous, la grande question lors de l'ouverture des États généraux de 89 concernait le mode de votation. Voterait-on par tête ou par ordre? Selon l'opinion communément admise, la réponse s'ensuivit immédiatement du fait que le tiers-État avait autant de députés que les deux autres ordres réunis. À quoi bon, dit-on, le doublement du tiers si, dans un vote par ordre, les ordres privilégiés pouvaient lui imposer leur volonté? Il y avait peut-être une dynamique qui tendait vers le vote par tête, mais à mon avis, elle n'était pas irrésistible. Je m'expliquerai sur ce point dans le cours de la semaine prochaine. Aujourd'hui, je voudrais explorer une question contrefactuelle. Si l'on avait adopté le vote par ordre, quelle procédure exactement aurait-on suivi? Un vote à la majorité simple, dans lequel deux ordres pourraient lier le troisième, ou un vote à l'unanimité qui accorderait un veto à chaque ordre? En anticipant sur ce que je vais développer plus tard dans le cours d'aujourd'hui, je note d'abord la double face de l'exigence d'unanimité dans les États généraux précédents. D'une part, cette demande était motivée par la crainte de chaque ordre d'être lié par les deux autres. D'autre part, l'unanimité était nécessaire, et selon certains, à certains moments même suffisante, pour imposer la volonté des États au roi. En 89, le premier mobile fut sans doute le plus important. Voici maintenant donc les options des constituants. L'intérêt de la question contrefactuelle dérive en partie de la possibilité que le choix du vote par tête ait pu être influencé par les conceptions que se firent les députés concernant l'alternative à ce régime. Pour nous, c'est une question contrefactuelle. Pour eux, c'était une question ouverte. Et a priori, on ne saurait exclure que certains députés aient eu l'un des deux ordres de préférence suivants. Ou bien ils pouvaient préférer le vote à l'unanimité des ordres au vote par tête et celui-ci au vote à la majorité des ordres, ou bien ils pouvaient préférer le vote à la majorité des ordres au vote par tête et celui-ci au vote par ordre à l'unanimité. Si les députés qui se trouvaient dans le premier cas de figure croyaient que dans le cas de vote par ordre, on voterait à la majorité, ils s'exprimeraient en faveur du vote par tête. De manière semblable, si les députés qui se trouvaient dans le second cas de figure croyaient que dans le cas de vote par ordre, on voterait à l'unanimité, ils s'exprimeraient également en faveur du vote par tête. Reste à savoir si ces possibilités logiques correspondaient à quelque chose de réel. Il me semble que le premier cas de figure, du moins, peut-être aussi le second, fut plus qu'une simple construction. Et pour explorer le premier cas de figure, je citerai un passage du livre de Joseph Droz, Histoire du règne de Louis XVI, une étude admirable de la Révolution qui a sans doute beaucoup influencé Tocqueville, notamment par sa finesse psychologique. J'aurai souvent l'occasion de revenir aux analyses de ce témoin oculaire des événements qui, à l'âge de 16 ans, assista au massacre de septembre. Aujourd'hui, je voudrais que vous réfléchissiez sur le texte suivant. La majorité des prélats et des nobles regardaient comme une partie essentielle de la Constitution les États généraux composés des trois ordres délibérant séparément et pouvant exercer le droit de veto sur les autres. Certains, avec le vote par ordre, de ne faire que les sacrifices auxquels ils voulaient bien consentir, ils cherchaient à prouver que ce système était également avantageux pour tous les Français. Le tiers-État, disait-il, se laisse entraîner par des sophismes et ne voit pas que le vote par tête compromettrait son indépendance aussi bien que la nôtre.
ne pourrions-nous détacher de sa cause plusieurs de ses représentants et lui imposer nos volontés? Alors, il, le tiers-État, regretterait l'ancienne Constitution qui lui assure le droit de n'être engagé que par son propre vote. Ainsi donc, selon ces membres des ordres privilégiés, le tiers-État devait préférer le vote par ordre à l'unanimité au vote par tête. Bien que Droz ne le dise pas, il est évident que le tiers devait également préférer le vote par tête au vote par ordre à la majorité, puisque ce dernier système l'aurait laissé complètement sans défense. Il s'agit donc bien du premier cas de figure. Du moins, je l'espère. Selon Droz, les raisonnements des prélats et des gentilshommes étaient trop intéressés pour être convaincants. Et il a peut-être raison, mais on peut quand même lui opposer une observation de Tocqueville, qui, dans ses notes pour le deuxième volume, jamais achevé, de l'Ancien Régime, écrit qu'on voit Mounier consacrer un chapitre, en effet c'est chapitre 29 du livre de Mounier, Une nouvelle observation sur les États généraux de France, on voit Mounier consacrer un chapitre à combattre les craintes de ceux qui pensent que, même avec le doublement du tiers et le vote par tête, la noblesse et le clergé auraient encore la prépondérance dans l'Assemblée. Comment s'étonner que les nobles se fissent des illusions folles sur leur importance et leur force quand leurs adversaires se le font? Donc, peut-être un raisonnement fou, mais néanmoins non hypocrite. Considérons maintenant le second cas de figure. Dans le cas des votes à l'unanimité, le tiers-État, ou plus exactement une majorité de ses membres, pouvait bloquer toute initiative venant des deux ordres privilégiés. Si ceux-ci pensaient que le vote allait en effet se dérouler selon ce régime, ils pourraient lui préférer le vote par tête. Tandis que sous le régime de l'unanimité, une majorité du tiers pourrait bloquer l'initiative, le vote par tête permettrait aux deux ordres privilégiés de la faire adopter si une minorité du tiers se joignait à eux. Même s'ils ne pouvaient espérer que leur domination sur le tiers-État leur permette d'en rallier une majorité à leur initiative, ils avaient suffisamment de moyens de pression et de séduction pour en gagner une minorité. En même temps, la première préférence des ordres privilégiés serait évidemment le vote par ordre à la majorité, lequel leur permettrait d'imposer leur volonté. Non, j'admets volontiers que dans un sens, ces raisonnements sont assez fragiles. Les ordres privilégiés avaient sans doute une aversion viscérale au vote par tête, aversion qui pouvait court-circuiter les calculs rationnels que je viens de vous expliquer. De plus, en 1989, les ordres privilégiés étaient sur la défensive, non pas sur l'offensive. Et la stratégie d'en appeler à la crainte du tiers d'être la victime des privilégiés semble donc bizarre, du moins pour nous. Enfin, la présence de la noblesse libérale et surtout du bas clergé pourrait faire basculer le rapport de force en faveur du tiers-État, même si celui-ci était diminué de ses magistrats vivant noblement. Or, à ces objections, je réponds que dans la situation extrêmement fluide et instable de la fin de 88 et du début de 89, les rumeurs et les fantasmes les plus dénués de fondement pouvaient s'imposer aux esprits, et non seulement aux esprits, mais aussi conduire à l'action, comme on le verra plus tard lors du cours sur la grande peur. Essayons maintenant de répondre à la question contrefactuelle elle-même. Que se serait-il passé dans le cas de l'adoption du vote par ordre? Les États auraient-ils voté à la majorité ou à l'unanimité? En cherchant aussi bien dans les textes contemporains que dans les travaux d'historiens, j'ai été frappé par les deux faits suivants. Premièrement, il n'y avait aucun consensus sur la question. Bien que les acteurs contemporains semblent pencher pour le vote à l'unanimité, il est difficile de dire si leurs affirmations constituent des prédictions à prétention objective ou des manipulations intéressées. Les observations
observateurs contemporains, notamment les étrangers, comme l'agronome anglais Arthur Young, sans doute n'avaient pas de biais motivationnel, mais risquaient de devoir leurs informations à des acteurs qui en ont. Les historiens, enfin, qui cherchent la rétroduction et n'ont pas d'intérêt à promouvoir, dans la plupart des cas, devaient être plus capables d'arriver à un consensus. Or, nous verrons que les historiens sont divisés. Deuxième fait que je voudrais vous signaler, pas un seul auteur, à ma connaissance, n'a explicitement confronté les deux hypothèses afin de rassembler les arguments pour et contre. Je reviendrai sur l'explication de ces faits, à mon avis étonnants. D'abord, il convient cependant de les établir, non pas certes de manière définitive, mais du moins de façon suffisamment étoffée pour documenter l'existence même de cette énigme. Je constate d'abord que l'idée de deux ordres mettant en minorité le troisième reçut une expression éphémère dans le débat sur la vérification des pouvoirs, dans lequel un membre du clergé dit que dans le cas de contestation des pouvoirs, on pourra renvoyer le jugement au roi ou convenir que le jugement se formerait de la pluralité de deux chambres contre une. Cette idée, abandonnée aussitôt que présentée, ne donne lieu à aucune discussion. Sans conférer une grande importance à cette intervention, il démontre pour le moins que l'idée d'un vote à la majorité des ordres n'était pas totalement absente de l'univers mental du député. Et il devait d'ailleurs savoir que tel avait été souvent le mode de votation des États provinciaux. Dans les débats sur la vérification des pouvoirs qui précédèrent la transformation des États en Assemblée nationale, les députés affirmèrent le plus souvent qu'un vote par ordre se ferait à l'unanimité. Voici d'abord comment s'exprima un député du tiers-État. Si l'on peut croire que la division des chambres une coquille là quelque part, est utile pour construire une forme de constitution établie, il est évident qu'il ne peut être que très nuisible lorsqu'il s'agit de réformer, puisque si l'on considère la prétention du veto, 151 voix dans une seule chambre suffiraient pour empêcher une amélioration votée par 1049 représentants. Ce membre aurait évidemment pu faire une objection semblable à l'idée d'un vote majoritaire des trois ordres. Dans cette hypothèse, le vote majoritaire des trois ordres, 151 nobles, joints aux 151 membres du clergé, auraient pu empêcher une motion votée par 898 représentants. Or, afin de rendre plus scandaleux l'idée d'un vote par ordre, le tiers-État avait évidemment intérêt à le présenter de la manière qui entraînerait le pouvoir de 151 sur 1089 plutôt que de 302 sur 898. Ainsi, cette intervention n'a pas de valeur probante pour la question contrefactuelle, puisqu'elle peut très bien constituer une manipulation intéressée plutôt qu'une prédiction à prétention objective. Dans une déclaration assez confuse, dans le même débat, les députés de la noblesse semblent affirmer à la fois leur souci de l'intérêt général et la défense de leurs intérêts particuliers. La Chambre de la noblesse, considérant que dans le moment actuel, il est de son devoir de se rallier à la Constitution et de donner l'exemple de la fermeté, comme il a donné la preuve de son désintéressement, déclare que la délibération par ordre est la faculté d'empêcher que les ordres ont tous divisément, sont constitutifs de la monarchie et qu'elle persévérera constamment dans ses principes conservateurs du trône et de la liberté. Mais dans ce cas aussi, on peut se demander si la noblesse avait un intérêt à préférer le vote à l'unanimité au vote à la majorité des trois ordres. Il semble que certains nobles aient en effet craint que dans un vote majoritaire, il ne soit mis en minorité par les deux autres ordres. C'est du moins ce qu'affirme Georges Lefebvre dans son étude de la Grande Peur. Dans la pensée de l'aristocratie,
Les États généraux devaient rester divisés en 3 ordres, chacun ayant une voix, et la majorité étant ainsi assurée au clergé et à la noblesse. Certains prétendaient même que chaque ordre eut le droit de veto, en prévision d'une coalition du clergé et du tiers contre la noblesse. Malheureusement, pas plus qu'ailleurs dans son livre, magnifique d'ailleurs, Lefebvre ne cite ses sources. En biais de son érudition légendaire, on peut néanmoins sans doute se fier à ses propos. Le texte affirme, me semble-t-il, que selon l'opinion prépondérante de la noblesse, le vote par ordre se ferait à la majorité, mais qu'une partie prétendait qu'il devait se faire à l'unanimité. Et le contexte du passage suggère fortement que Lefebvre rapporte ici la configuration des opinions bien avant l'ouverture des États généraux. Il est tout à fait possible que lors du vote du 28 mai, la noblesse ait pris une conscience plus nette de l'importance accrue du bas clergé, rendant plus probable la formation d'une coalition anti-aristocratique. Et dans ce cas, il aurait eu tout intérêt à pencher pour le veto, en le présentant bien sûr comme un fait constitutif du royaume. Parmi les historiens, Lefebvre est le seul, à ma connaissance, à citer les opinions des contemporains sur le choix entre l'hypothèse du vote à la majorité et le vote à l'unanimité. Chez les autres, on lit simplement des affirmations non documentées selon lesquelles l'un ou l'autre mode aurait prévalu. Et commencer par la Vulgate contemporaine. Traditionnellement, chaque ordre élisait à peu près le même nombre de députés. Les élites de chaque ordre seraient ainsi débattés et votés séparément. Le résultat du vote de chaque ordre comptait pour une voix. C'était le principe du vote par ordre. De ce fait, il suffisait que les deux ordres privilégiés votent dans le même sens, celui du maintien des privilèges, et le tiers État se retrouvait en minorité. J'observe en passant que la première affirmation, propageant un mythe répandu, est inexacte. Dans les États de 1356 et de 1560, le tiers État comptait autant de députés que les deux autres ordres réunis. De fait, le nombre de députés de chaque ordre n'avait aucune importance avant 89. La deuxième affirmation est également inexacte, car c'est surtout à partir de 1560 que les ordres se sont réunis séparément. Dans le même sens, c'est-à-dire un vote par majorité à la majorité des ordres, citons aussi les auteurs suivants. D'abord, Michelet a supposé que l'impôt eût été voté, les privilégiés auraient gardé leur fausse majorité, deux ordres relégués contre un auraient empêché les réformes. Et puis un texte plus récent. D'une part, le gouvernement admet le rôle majeur du tiers, d'autre part, il lui interdit d'en faire usage puisqu'il conserve le vote par ordre. Du coup, le clergé et la noblesse, comptant pour deux, obtiendront automatiquement la majorité des voix. Dans le sens opposé, le sens du veto, j'ai déjà cité Joseph Droz. Et voici un exemple pris au hasard parmi les auteurs plus récents. Dans le système des 3 chambres séparées ou de vote par ordre, il suffisait qu'une des chambres, soit un tiers, refuse d'adopter une proposition pour que celle-ci soit rejetée. Il convient de signaler que dans son discours à l'ouverture des États, le 5 mai 89, Necker ne se prononça pas sur le mode de votation dans le cas où les États délibéreraient séparément. Il faut croire néanmoins qu'il présupposa l'unanimité, puisqu'il fit référence à plusieurs reprises à la division de l'Assemblée en 2 ou 3 ordres. Dans l'hypothèse un peu mystérieuse, et dont je parlerai la semaine prochaine, d'une division de l'Assemblée en 2 chambres, le vote à la majorité n'aurait évidemment aucun sens. J'espère avoir établi l'absence d'un consensus, surtout parmi les historiens, sur le mode de votation dans le cas du vote, de votation des États dans le cas du vote par ordre. Et comme je l'ai déjà fait observer la semaine dernière, c'est sans doute qu'il n'y avait pas de réalité de la question. Comme le disent les Anglais, no fact of the matter.
c'est-à-dire aucune réalité objective en vertu de laquelle telle ou telle proposition serait fausse ou vraie. Tous les historiens des États généraux s'accordent pour souligner l'absence de règles procédurales. Et celle-ci, cette absence, n'était sans doute pas accidentelle. Selon un historien des procédures électorales, le roi se garde bien d'édicter des règlements qui pourraient servir d'argument à une réunion régulière de telles assemblées. La prudence royale évita toute édiction d'un statut général. Et selon un député du tiers aux États de 1560 et de 1576, d'ailleurs théoricien de la monarchie absolue, la réunion régulière des États était incompatible avec la monarchie. Le gouvernement de ce royaume, écrit-il, est vraie monarchie qui ne participe de démocratie ni d'aristocratie, comme aucuns ont voulu dire, à cause des États et parlements. Laquelle opinion est éloignée de la vérité, car si les États faisaient la démocratie, il y aurait temps et lieu certains pour les assemblées, ce qui n'est pas. À plus forte raison, les États généraux n'étaient pas non plus soumis à des procédures régulières une fois qu'ils étaient convoqués. À chaque réunion, il fallait déterminer les procédures ab ovo, aussi bien en matière d'élection des députés qu'en matière de vote aux États. Avant de poursuivre sur cette question, je vais faire quelques brèves remarques comparées. La division de la société en États réunissant de temps en temps en assemblée, réunis de temps en temps en assemblée délibérative, n'était pas un phénomène exclusivement français. Entre le XIVe et le XVIIIe siècle, de nombreuses nations européennes étaient organisées sur le principe du Ständestaat, expression que l'on pourrait traduire peut-être par État coopératif ou État à ordre. Ces pays, dont l'Aragon, la Suède et la Hongrie, pour ne nommer qu'eux, étaient des monarchies quasi constitutionnelles dans lesquelles le roi était contraint de tenir compte des opinions des États. Sans doute y avait-il là aussi un bras de fer plus ou moins contenu entre le monarque et les États, mais l'issue fut souvent à l'avantage de ceux-ci, l'exemple extrême étant les États polonais, dans lesquels chaque député avait un veto sur chaque projet de loi. Les députés aux États français n'ignoraient pas cette organisation politique dans les pays voisins. Ainsi, en 1588, le tiers-État de Paris, dominé par la Ligue d'inspiration démocratique, envoya le message suivant aux États de Blois. À quoi servira cette assemblée d'États si les remèdes pour restaurer la France que nous présentons en nos cahiers ne sont publiés ainsi que nous le résoudrons sans y rien changer? Il est très nécessaire que les remèdes que nous proposerons pour la restauration de l'État ne passent pas par les longues délibérations du Conseil du roi et que ce qui sera résolu par l'Assemblée des États soit incontinent publié. Ne sont-ce pas les États qui ont donné au roi l'autorité et le pouvoir qu'ils ont? Pourquoi donc faut-il que ce que nous décidons en cette Assemblée soit contrôlé par le Conseil du roi? Le Parlement d'Angleterre, les États de Suède, de Pologne et tous les États des royaumes voisins étant assemblés, ceux qu'ils s'accordent et arrêtent, le roi sont obligés de le faire observer sans y rien changer. Pourquoi les Français n'auraient-ils pas pareil privilège? Et quand bien il faudrait que nos cahiers fussent répondus et arrêtés au conseil privé du roi, il y devrait donc au moins assister un nombre de députés de chaque ordre. On peut évidemment se demander pourquoi ces vœux ne se sont jamais réalisés avant 1989. La réponse n'est pas facile. Tocqueville proposa d'y voir l'effet d'une manipulation de la part des rois successifs qui substituèrent aux États d'autres institutions apparemment moins capables de leur nuire. Quand la vénalité des charges est établie, les États continuent à se plaindre de l'abus qu'on fait des sophistes, mais toujours en vain. Ces institutions étaient précisément établies contre eux. Elles naissaient du désir de ne point les assembler et du besoin de travestir aux yeux des Français l'impôt qu'on osait leur montrer sous ses traits véritables. Et encore, ce même désir d'échapper à la tutelle des États
fit confier au Parlement la plupart de leurs attributions politiques, ce qui enchevêtra le pouvoir judiciaire dans le gouvernement d'une façon très préjudiciable au bon ordre des affaires. Il fallait avoir l'air de fournir quelques garanties à la place de celles qu'on enlevait, car les Français, qui supportent assez patiemment le pouvoir absolu, tant qu'il n'est pas oppressif, n'en aiment jamais la vue. Il est toujours sage d'élever devant lui, je ne sais pas exactement qui est lui, devant eux, oui, mais quelque apparence de barrière qui, sans pouvoir l'arrêter, le cache de moins un peu. Oui, devant le pouvoir, c'est ça. Il est certain que les rois français voulaient éviter la tutelle des États. Il est possible, bien que hautement spéculatif, que pour réaliser cette fin, ils aient cherché à duper le peuple français en lui proposant la vénalité des charges et le Parlement comme solution de rechange. Mais je ne vois franchement pas comment on pourrait soit infirmer, soit confirmer cette spéculation. Même en laissant de côté cette hypothèse, il est certainement possible que les rois français aient été particulièrement doués dans l'art de diviser pour mieux régner, que l'on retrouve dans tous les États corporatifs de l'époque. Il convient pourtant de tenir compte d'une hypothèse alternative selon laquelle ce serait plutôt la division préexistante des États qui les empêchait de faire front commun contre les rois et les régentes successifs. Comme l'a souligné Georg Simmel, on ne doit pas confondre ces deux cas de figure, diviser et régner, et le tertius gaudens, action au profit du tiers. Prenons l'exemple, pour expliquer cette distinction, d'un employeur qui profite des divisions ethniques ou nationales des ouvriers, puisqu'elles rendent l'organisation de ceux-ci plus difficile. Dans le premier cas de figure, le diviser et régner, l'employeur aurait délibérément embauché des ouvriers d'ethnie ou de nationalité différentes afin de créer un obstacle à leur solidarité. Dans le second cas, le tertius gaudens, il n'aurait pas suivi une politique d'embauche particulière, mais simplement profité de l'hétérogénéité de fait de la main-d'œuvre. Et j'aimerais donc suggérer que les rois bénéficièrent de la division et des désaccords des États autant ou plus qu'ils ne les créèrent. Et dans ce mécanisme de tertius gaudens, il peut y avoir deux mécanismes distincts, l'un d'ordre matériel et l'autre d'ordre symbolique. D'une part, comme l'affirma Tocqueville, le roi profitait du fait que la noblesse était exempte de l'impôt. Du moment où les deux classes, c'est-à-dire la noblesse et la bourgeoisie, ne sont pas également assujettis à l'impôt, ils n'ont presque plus de raison pour délibérer jamais ensemble, plus de causes pour ressentir des besoins et des sentiments communs, on n'a plus affaire de les tenir séparés, on leur a ôté en quelque sorte l'occasion et l'envie d'agir ensemble. Bien que Tocqueville s'exprime parfois comme s'il s'agissait ici de diviser pour mieux régner, il ressort de son récit des événements que c'est le second cas, le tertius gaudens, qu'il a dans l'esprit. Il s'agit là donc d'obstacles matériels. Mais il est impossible de lire les descriptions des États généraux, surtout à partir de 1560, sans être frappé aussi par l'aspect symbolique, par les cascades de mépris que faisaient subir les supérieurs à leurs supposés inférieurs et par les querelles de préséance qui prenaient souvent le pas sur les affaires de fond. Pour ce qui est du mépris, il atteignit sans doute un pic dans les États de 1614. Quand un député du tiers affirma, non sans méchanceté, qu'il arrivait parfois que les cadets, c'est-à-dire les membres du tiers, relevaient les maisons que les aînés avaient ruinées, il y eut une réaction violente de la part de la noblesse. Le lieutenant civil put entendre, en entrant au Louvre, où l'appelait la Commission des monnaies, les dernières exclamations des députés nobles, bien sûr, sortant de l'audience et s'écriant à l'envi qu'il n'y avait aucune fraternité entre eux et le tiers, qu'ils ne voulaient pas que les enfants de cordonniers et de sabetiers laissent place frères,
et qu'il y avait autant de différences entre eux et le tiers qu'entre le maître et le valet. Et on pourrait multiplier ces exemples à l'infini. En ce qui concerne les questions de préséance, en apparence insolubles, je me permets de vous faire part, pour la petite histoire, d'une solution géniale trouvée lors de la convocation des États de 1576. Cette année-là, un conflit de préséance s'étant élevé entre 4 barons et 4 seigneurs de Périgord, on alla jusqu'à admettre que leur nom serait inscrit en cercle sur les listes de convocation pour éviter de froisser les susceptibilités. On pourrait dire peut-être, pour revenir sur un ton plus sérieux, que si la France ne devenait jamais un Ständestaat, un État à ordre, c'est qu'elle était une Ständegesellschaft, une société à ordre. La conscience de l'appartenance à un ordre privilégié était si aiguë qu'elle empêchait la coopération contre l'ennemi commun en la personne du roi. Et puisque les cascades de mépris dont je viens de vous parler, expression qui, je pense, se trouve chez Saint-Simon, se propageaient également à l'intérieur de chaque ordre, ils ont d'ailleurs dû rendre difficile l'union de chaque ordre particulier. La méfiance des États, les uns envers les autres, se cristallisa dès les États de 1355, dans une maxime qui fut souvent répétée dans les États suivants. 4 fois dans la grande ordonnance de 1357, les députés font promettre au roi que dans les prochaines assemblées, les résolutions seront prises à l'unanimité des ordres sans que 2 d'entre eux puissent lier le tiers. Dans ce texte, l'expression « le tiers » ne renvoie pas forcément au tiers-État. Dans l'histoire des États généraux, on a observé 2 coalitions distinctes, les 2 ordres privilégiés contre le tiers-État et les 2 ordres laïques contre le clergé. La première alliance se produisit sans doute plus souvent que la seconde, mais aux États de Blois, en 1576, en pleine guerre de religion, le clergé reprit, pour se protéger, la même formule « 2 États ne sauraient lier le tiers ». De plus, nous avons vu Lefebvre affirmer qu'en 89, la noblesse craignait une coalition du clergé et du tiers-État contre elle-même. Ainsi, les 3 possibilités logiques de formation de coalition ont toutes été envisagées à un moment ou à un autre. À la lumière de ce fait, il me semble intéressant de vous signaler une hypothèse proposée par l'historien le plus éminent des États généraux, Georges Picot, dans une lettre qu'il écrivit à Guizot le 3 octobre 1871, pour la reprendre ensuite dans son livre. Se référant encore une fois à l'ordonnance de 1357, il en propose cette interprétation, à mon avis, étonnante. À première vue, il était permis de supposer que le député des villes avait entendu se garantir des dangers d'une action commune du clergé et de la noblesse. C'est pour expliquer la maxime « 2 États ne sauraient lier un tiers ». Un examen plus attentif des textes m'a fait revenir à une opinion plus juste. Il est certain que les 3 ordres s'étaient mis d'accord pour se protéger mutuellement contre une alliance de 2 d'entre eux. Il est hors de doute que cette maxime, donc 2 États ne sauraient lier un tiers, servait à empêcher la majorité d'opprimer la minorité, quel que fût son nom. Selon Picot, donc, la maxime en question n'exprime pas la méfiance réciproque des États, mais plutôt un esprit de coopération. Puisqu'il ne cite malheureusement les textes sur lesquels il fonde cette interprétation, il faut essayer de reconstruire la logique de son raisonnement. L'opposition commune des 3 États au roi offre sans doute une clé importante. Derrière le voile d'ignorance, quand on ne sait pas quel intérêt on aura dans l'avenir, et dans cette perspective à long terme, les États avaient intérêt à adopter un front commun afin d'empêcher le roi de diviser pour régner, même si, dans une situation donnée, 2 États pouvaient être tentés par la proposition d'imposer un fardeau plus lourd au 3e. L'idée d'un tel contrat présuppose pourtant une clairvoyance et une prévoyance dont l'histoire des États généraux offre peu d'exemples.
Quoi qu'il en soit, même à supposer que l'esprit de coopération ait effectivement dominé en 1357, il n'en resta pas grand-chose en 1576 ou en 1614.